Akosua était une jeune femme orpheline, douce et pleine de cœur. Malgré son passé difficile dans le village de Nyambekier, au cœur de la forêt sacrée du Ghana, elle gardait un sourire lumineux qui réchauffait les cœurs. Élevée par les femmes du village après la mort de ses parents dans une épidémie de fièvre jaune, elle avait appris les valeurs de respect, de patience et de générosité que prônaient les ancêtres Akan. Ses journées s'écoulaient entre les travaux des champs de manioc et d'igname, le pilage du mil sous les baobabs centenaires, et les soins qu'elle prodiguait aux enfants du village. Sa voix mélodieuse résonnait souvent le soir, accompagnée du djembé et de la kora, racontant les légendes transmises par les griots. Les anciens disaient qu'elle portait en elle l'esprit de Yka Azantois, la reine guerrière, tant sa force d'âme était remarquable malgré son jeune âge. Un jour de marché, alors que la saison des pluies touchait à sa fin et que les chemins de terre rouge commençaient à sécher, Akosua rencontra Kwam, un jeune forgeron réputé pour son honnêteté et sa générosité. Fils unique d'une famille respectée, Kwam était promis à un bel avenir. Il avait appris l'art de la forge de son père, mort quelques années plus tôt, et ses créations en bronze et en or étaient recherchées jusqu'à Kumasi, la ville sacrée des Ashantis. Leur amour grandit sous les baobabs séculaires, nourris par les promenades au bord de la rivière Pra et les conversations sous les étoiles. Kwam voyait en Akosua non pas une orpheline sans dot, mais une femme dont le cœur valait tous les trésors du royaume Ashanti. Il rêvait d'une union bénie par les ancêtres, d'enfants qui perpétueraient leur lignée et honoreraient leur nom. Ils décidèrent de se marier, rêvant d'une vie simple mais heureuse. Le jour du mariage, tout le village célébra leur union. Les tambours résonnèrent depuis l'aube, les femmes dansèrent l'adowa en agitant leurs mouchoirs blancs, et les libations furent versées aux ancêtres selon les rites ancestraux. Akosua, parée de bijoux en or prêtés par les femmes du village et vêtue d'un magnifique pagne quant aux couleurs vives, rayonnait de bonheur. Même si certains murmuraient qu'Akosua n'avait ni famille ni richesse à apporter à l'union, la plupart des villageois étaient touchés par l'amour sincère qui unissait les deux jeunes gens. Mais il y avait un problème qui assombrirait bientôt leur bonheur. Nana Akoto, la mère de Kwam, n'aimait pas Akosua. Elle la regardait avec des yeux froids, comme si elle lui volait son fils. Femme de pouvoir au sein du conseil des femmes du village, elle avait toujours imaginé une alliance avec une famille noble d'Accra ou même du royaume Ashanti, une épouse qui apporterait richesse et prestige. Elle voulait une belle fille riche et célèbre, pas une orpheline sans nom ni fortune. Elle parlait mal d'Akosua en cachette, répandant des rumeurs venimeuses auprès des autres femmes du marché. « Cette fille n'est pas assez bien pour Kwam », disait-elle en pilant le mil avec force. « Elle ne sait même pas d'où elle vient. Comment peut-elle élever correctement les enfants de notre lignée ?» Ses paroles étaient tranchantes comme les lames que forgeait son fils. Akosua, elle, restait patiente. Elle aimait Kwam de tout son cœur et croyait que l'amour pouvait tout surmonter, même la froideur de sa belle-mère. Elle se souvenait des enseignements des femmes qui l'avaient élevée, la patience est la vertu des femmes fortes. Celui qui s'est enduré verra la lumière après les ténèbres. Mais les mots durant de Nana Akoto piquaient comme des épines d'acacia. Chaque remarque acerbe, chaque regard méprisant était une blessure qui s'ajoutait aux autres. Cette tension entre les deux femmes annonçait des jours sombres pour la jeune épouse. Nana Akoto était une femme dure et fière, habituée à être respectée et crainte. Pour elle, la famille devait être respectée et admirée par tout le village. Elle avait toujours rêvé que son fils Kwam épouse une femme qui apporterait de l'honneur et de l'argent à leur lignée. Mais quand il choisit Akosua, une orpheline sans rien, elle se sentit trahie et humiliée. Elle ne comprenait pas pourquoi Kwam aimait cette fille simple, sans richesse ni connexions familiales influentes. Chaque fois qu'elle voyait Akosua rire avec son fils, partager des moments tendres près du fourneau ou l'accompagner au marché, une colère brûlante s'emparait de son cœur. Elle devenait jalouse, comme si Akosua lui volait l'amour et l'attention de Kwam. Dès le début de leur cohabitation, Nana Akoto traita Akosua avec une cruauté calculée. Elle lui donnait des tâches difficiles et épuisantes, laver tout le linge de la maison dans la rivière aux heures les plus chaudes, quand le soleil du Sahel brûlait sans pitié, nettoyer la cour avec un balai de brindilles jusqu'à ce que ses mains saignent, porter seule les lourdes jarres d'eau depuis le puits du village. Quand Akosua cuisinait le fufu, la tiké ou le riz jollof, Nana Akoto disait toujours que c'était mauvais, même si tout le monde dans le village louait ses talents culinaires. Elle parlait fort devant les voisins, disant qu'Akosua ne savait rien faire et qu'elle ne méritait pas Kwam. « Cette fille ne sait même pas préparer correctement la pâte de manioc », criait-elle. « Comment peut-elle prétendre être une vraie épouse Akan ?» Ces mots blessaient profondément Akosua, mais elle ne répondait jamais. Elle baissait les yeux avec dignité et continuait son travail, pensant que si elle restait gentille et respectueuse, Nana Akoto finirait par accepter sa présence. Elle puisait sa force dans les prières aux ancêtres et dans l'amour que lui portait Kwam. Parfois, Nana Akoto agissait comme si elle voulait aider sa belle-fille. Elle donnait des conseils hypocrites, toujours pour critiquer et humilier. « Tu devrais mieux t'habiller pour faire honneur à mon fils », disait-elle d'un ton faussement bienveillant.
Une vraie femme Akan sait tenir une maison correctement. Regarde comme ta tresse est mal faite. Akosua écoutait poliment, mais chaque mot la faisait souffrir. Elle se sentait seule, isolée, même si Kwam était à ses côtés. Son mari voyait que sa mère était parfois dure, mais il ne saisissait pas à quel point elle détestait Akosua. Il pensait que c'était juste sa façon d'être, son caractère fort et exigeant. Le village commençait à remarquer cette tension familiale. Certains soutenaient Akosua, touchés par sa douceur et sa patience face à l'adversité. D'autres écoutaient Nana Akoto car elle avait toujours eu du pouvoir et de l'influence dans la communauté. Elle savait parler avec force et convaincre les gens de son point de vue. Elle répandait des mensonges sur Akosua, racontant qu'elle cachait des secrets sur son passé, qu'elle pratiquait peut-être la sorcellerie, ou qu'elle n'aimait pas vraiment Kwam mais cherchait seulement la sécurité. Ces rumeurs se répandaient comme l'harmattan, le vent sec du désert, et Akosua se sentait de plus en plus isolée et incomprise. Dans sa tête tourmentée, Nana Akoto commençait à voir Akosua comme une vraie ennemie. Elle ne supportait plus de voir son fils sourire à sa femme, l'embrasser tendrement ou lui tenir la main en marchant vers les champs. Chaque geste d'affection entre les époux était comme un poignard planté dans son cœur jaloux. Elle pensait obsessionnellement que si Akosua disparaissait, tout redeviendrait comme avant. Kwam redeviendrait entièrement disponible pour elle, et la famille retrouverait son honneur perdu. Cette jalousie maladive grandissait comme une mauvaise herbe, étouffant tout ce qui était bon en elle. Cette obsession négative grandit comme une plante vénéneuse, empoisonnant progressivement son âme. Elle ne le disait pas encore ouvertement, mais un plan sombre commençait à germer dans son esprit troublé. Elle voulait se débarrasser d'Akosua, peu importe comment, peu importe les conséquences. Pour l'instant, elle se contentait d'observer sa belle-fille comme un serpent guette sa proie, attendant le moment parfait pour frapper. Chaque jour, sa haine devenait plus forte, et Akosua, sans le savoir, marchait vers un grand danger. Un matin béni par les ancêtres, Akosua se réveilla avec un sentiment différent, une joie nouvelle qui l'habitait. Elle sentait quelque chose de merveilleux en elle, une petite chaleur dans son ventre, comme si une nouvelle vie prenait racine. Après quelques jours d'observation attentive de son corps et de consultation avec les femmes sages du village, elle comprit, elle était enceinte. Son cœur explosa de joie et de gratitude envers les ancêtres. Elle imaginait déjà un bébé avec les beaux yeux de Kwam, courant pieds nus dans la cour familiale, apprenant les traditions Akan et perpétuant leur lignée. Elle courut annoncer la nouvelle à son époux, qui l'accueillit avec des larmes de bonheur. Kwam la prit dans ses bras, riant et pleurant en même temps, remerciant les esprits ancestraux pour cette bénédiction. Ils passèrent la journée entière à parler de leur avenir, choisissant des prénoms traditionnels, Ama pour une fille, Kofi pour un garçon, selon les jours de la semaine Akan. Ils rêvaient d'une famille heureuse, pleine d'amour et de tradition. Akosua croyait naïvement que cette nouvelle changerait tout dans la maison. Elle pensait que même Nana Akoto serait contente d'avoir un petit enfant, que la perspective d'être grand-mère adoucirait son cœur dur. Elle décida de lui annoncer la nouvelle, espérant sincèrement que cela apaiserait enfin sa colère et sa jalousie. Un soir, après avoir préparé le repas et nettoyé la maison, elle alla voir sa belle-mère avec appréhension mais aussi avec espoir. « Nana Akoto, dit-elle timidement, les mains jointes en signe de respect, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les ancêtres nous bénissent, je vais avoir un bébé. » Mais au lieu du sourire espéré, Nana Akoto devint silencieuse et froide. Son visage se ferma comme une porte qu'on claque violemment. Elle regarda Akosua avec des yeux vides, sans émotion, et dit seulement « C'est bien », mais ses yeux trahissaient une colère glaciale. Akosua repartit déçue et un peu inquiète, mais elle se dit que sa belle-mère avait juste besoin de temps pour accepter et se réjouir de cette nouvelle. Elle ne pouvait pas imaginer la tempête qui grondait dans le cœur de Nana Akoto. Dans le village, la nouvelle se répandit rapidement, portée par les femmes qui revenaient du marché et les enfants qui jouaient dans les cours. Les voisins venaient féliciter Akosua et Kwam, apportant des cadeaux traditionnels, des vêtements en pagne pour le bébé, des fruits nutritifs, des tissus colorés, des amulettes de protection confectionnées par les anciens. Tout le monde était heureux et excité par cette annonce, sauf une personne, Nana Akoto. Elle bouillonnait intérieurement, consumée par une rage qu'elle devait cacher. Pour elle, cet enfant représentait une catastrophe, la confirmation définitive qu'Akosua allait prendre une place permanente et importante dans la famille. Elle imaginait avec horreur que si Akosua avait un bébé, elle deviendrait encore plus précieuse aux yeux de Kwam. Il l'aimerait davantage, la protégerait plus, et elle, Nana Akoto, perdrait définitivement tout son pouvoir et son influence sur son fils unique. Cette perspective la rendait folle de rage et de désespoir. Elle ne voulait pas d'un petit enfant qui viendrait d'une femme qu'elle détestait de tout son être. L'idée que cet enfant porterait le nom de leur famille lui était insupportable. Seule dans sa chambre, la nuit, Nana Akoto parlait à voix basse, comme si elle complotait avec les esprits malveillants.
Elle se disait que cet enfant ne devait pas naître, que cette grossesse devait être interrompue d'une façon ou d'une autre. Elle commençait à imaginer des moyens de nuire à Akosua, mais sans que personne puisse jamais découvrir sa culpabilité. Elle savait qu'elle devait être très prudente et rusée, car si Kwame apprenait la vérité, il serait complètement détruit et ne lui pardonnerait jamais. Elle devait agir dans l'ombre, faire en sorte que tout paraisse naturel et accidentel. Elle cachait sa colère derrière un faux sourire quand les gens étaient présents, mais chaque fois qu'elle voyait Akosua toucher tendrement son ventre qui s'arrondissait, une rage incontrôlable montait en elle. Elle se sentait comme un volcan prêt à exploser. Akosua, quant à elle, rayonnait de bonheur. Elle chantait des berceuses douces en travaillant, rêvant à son bébé et aux moments merveilleux qu'elle partagerait avec lui. Elle parlait souvent à Kwame de leur projet, aménager une petite chambre pour l'enfant, lui apprendre les danses traditionnelles, lui raconter les légendes des ancêtres. Ces moments de bonheur entre les époux renforçaient leur amour, mais rendaient aussi Nana Akoto encore plus déterminée et dangereuse. Elle décidait qu'elle devait agir rapidement, avant que le ventre d'Akosua ne devienne trop visible et que tout le village ne s'attache davantage à cette grossesse. Cette nouvelle vie, au lieu d'apporter la paix et la joie dans la famille, devenait le catalyseur d'un cauchemar qui allait bientôt se déchaîner. Le destin sembla offrir à Nana Akoto l'occasion qu'elle attendait. Kwame dut partir pour un long voyage d'affaires. Son travail de forgeron l'obligeait à se rendre à Kumasi, la ville sacrée des Ashanti, puis à Accra, pour vendre ses créations en bronze et en or aux marchands de la côte. Ce voyage devait durer plusieurs semaines, peut-être même un mois entier. Kwame n'aimait pas du tout laisser Akosua seule, surtout maintenant qu'elle était enceinte et avait besoin de protection et d'attention. Mais ce voyage était crucial pour leur avenir financier, et les commandes qu'il avait reçues étaient trop importantes pour être refusées. Il promit à sa femme de revenir le plus vite possible et lui dit avec tendresse : « Prends bien soin de toi et de notre bébé. Mange bien, repose-toi, et évite les travaux trop fatigants. » Il l'embrassa longuement, caressant doucement son ventre qui commençait à s'arrondir. Akosua sourit bravement et l'embrassa en retour, mais elle cachait son inquiétude. Elle n'aimait pas l'idée d'être seule avec Nana Akoto pendant si longtemps. Cependant, elle se dit qu'elle était assez forte pour gérer quelques semaines difficiles, et que peut-être cette période d'intimité forcée permettrait enfin à sa belle-mère de mieux la connaître et l'accepter. Nana Akoto, elle, voyait ce voyage comme une chance inespérée tombée du ciel. Sans Kwame pour protéger et surveiller Akosua, elle pouvait enfin mettre son plan diabolique à exécution. Depuis l'annonce de la grossesse, sa haine avait grandi comme un feu qu'on ne peut pas éteindre, et elle pensait jour et nuit à une façon de se débarrasser d'Akosua et de l'enfant qu'elle portait. Elle savait qu'elle devait être très rusée et prudente. Si quelqu'un découvrait la vérité sur ses intentions, elle perdrait tout, son fils, sa réputation, son statut dans le village, et probablement sa vie. Elle devait donc faire passer son crime pour un accident naturel, une tragédie malheureuse mais compréhensible. Elle commença à changer subtilement son comportement envers Akosua. D'habitude dure et ouvertement méchante, elle devint soudain gentille, presque trop gentille. Elle proposait de faire la cuisine pour sa belle-fille, de l'aider avec les tâches ménagères, de lui parler plus doucement. « Tu dois te reposer maintenant que tu portes un enfant », disait-elle avec un sourire forcé. « Je vais m'occuper de tout. Tu es précieuse maintenant. » Akosua était surprise et touchée par ce changement d'attitude. Elle pensait sincèrement que la perspective d'être grand-mère avait finalement adouci le cœur de Nana Akoto. Elle baissa sa garde, heureuse de voir enfin un peu de chaleur et de bienveillance dans les yeux de sa belle-mère. Mais elle ne savait pas que tout cela faisait partie d'un plan machiavélique. Nana Akoto voulait qu'Akosua lui fasse confiance, qu'elle accepte son aide et ses attentions, pour pouvoir frapper au moment le plus inattendu. Nana Akoto connaissait bien les secrets de la forêt sacrée qui entourait le village. Comme beaucoup de femmes de sa génération, elle avait appris les propriétés des plantes, des racines et des écorces auprès de sa propre grand-mère, une guérisseuse respectée. Elle savait quelles plantes soignaient et lesquelles pouvaient tuer. Elle se souvenait particulièrement d'une racine rare, appelée la mort silencieuse par les anciens, qui poussait dans les parties les plus profondes de la forêt. Cette racine, réduite en poudre, était un poison lent et discret qui ne laissait pratiquement aucune trace. Les symptômes ressemblaient à ceux d'une fausse couche naturelle ou d'une complication de grossesse. Un matin, très tôt, avant que le village ne se réveille, Nana Akoto prit son panier et se dirigea vers la forêt. Elle connaissait le chemin par cœur, même dans l'obscurité. Elle chercha longuement avant de trouver la plante qu'elle cherchait, cachée sous les racines d'un grand fromager sacré. Elle déterra soigneusement la racine, murmurant des paroles qu'elle avait apprises autrefois, mais cette fois-ci, au lieu de demander la guérison, elle demandait la mort. Elle savait que les ancêtres ne béniraient pas son geste, mais sa folie était trop grande pour qu'elle s'arrête. De retour chez elle, elle sécha la racine en secret, la réduisit en poudre fine, et la cacha dans un petit sachet qu'elle dissimula dans sa chambre.
Elle avait maintenant entre les mains de quoi tuer Akosua et son enfant, mais elle devait attendre le moment parfait. Elle observait sa belle-fille attentivement, étudiant ses habitudes, ses goûts, ses moments de fatigue. Elle savait qu'Akosua aimait boire des tisanes le soir pour se détendre, surtout depuis qu'elle était enceinte et que les femmes du village lui avaient conseillé certaines plantes pour le bien-être de son bébé. Un soir, voyant qu'Akosua semblait particulièrement fatiguée après une journée de travail, Nana Akoto saisit sa chance. Elle s'approcha de sa belle-fille avec un air de sollicitude parfaitement joué. « Ma fille, dit-elle d'une voix douce et bienveillante, tu travailles trop dur. Ce n'est pas bon pour toi ni pour le bébé. Il faut que tu te reposes davantage. » Akosua leva les yeux, surprise par tant de gentillesse. « Merci, Nana Akoto. Je me sens effectivement un peu fatiguée ce soir. Je vais te préparer une tisane spéciale, continua la vieille femme. C'est une recette que ma grand-mère m'a transmise. Elle fortifie les femmes enceintes et aide à bien dormir. Cela te fera le plus grand bien. » Akosua, touchée par cette attention inattendue, accepta avec reconnaissance. Elle ne pouvait pas imaginer que sa belle-mère, qui semblait enfin l'accepter, préparait en réalité sa mort. Nana Akoto se dirigea vers la cuisine avec un calme terrifiant. Elle prépara d'abord une tisane normale avec des feuilles de bissap, de citronnelle et de gingembre, des ingrédients que les femmes enceintes buvaient traditionnellement. Puis, quand elle fut sûre que personne ne la regardait, elle sortit son petit sachet et mélangea discrètement la poudre mortelle dans l'eau chaude. Elle remua soigneusement pour que le poison se dissolve complètement, puis elle ajouta un peu de miel pour masquer tout goût étrange. La tisane avait l'air parfaitement normale, avec sa couleur rouge caractéristique du bissap. Elle revint vers Akosua avec un sourire maternel parfaitement imité. « Voilà, ma fille. Bois tout cela pendant que c'est chaud. Cela va te donner de la force et aider ton bébé à grandir. » Akosua prit la tasse avec gratitude. « Merci beaucoup, Nana Akoto. Vous êtes très gentille avec moi ce soir. »« C'est normal, » répondit la vieille femme, cachant sa joie cruelle. « Tu portes l'enfant de mon fils. Je dois prendre soin de toi. » Akosua but la tisane lentement, savourant sa chaleur et son goût agréable. Elle ne voyait pas le regard sombre de sa belle-mère, un regard qui la fixait avec une intensité effrayante, comme si elle comptait chaque gorgée. Nana Akoto savait que ce poison agirait lentement et progressivement. Akosua se sentirait d'abord un peu mal, puis les douleurs commenceraient, et enfin, elle mourrait en ayant l'air de faire une fausse couche naturelle. Tout le monde penserait que c'était un accident tragique mais normal. Elle imaginait déjà les larmes de Kwam à son retour, mais elle se disait qu'il finirait par oublier et qu'elle redeviendrait la personne la plus importante dans sa vie. Elle se voyait déjà le consoler, être sa seule famille, récupérer tout son amour et son attention. Pendant qu'Akosua finissait sa tisane, Nana Akoto restait assise près d'elle, parlant calmement du temps, des nouvelles du village, du retour prochain de Kwam. Elle voulait paraître normale, ne pas éveiller les soupçons. Mais à l'intérieur, son cœur battait fort d'excitation et d'appréhension. Elle savait que son plan était maintenant en marche et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dans quelques heures, Akosua serait morte, et elle, Nana Akoto, aurait enfin récupéré son fils. Le soir où tout bascula fut une nuit sans lune, comme si les esprits eux-mêmes avaient voulu cacher leur visage devant l'horreur qui allait se dérouler. Akosua était dans sa chambre, allongée sur la natte tressée où elle dormait avec Kwam. Elle avait bu la tisane que Nana Akoto lui avait préparée, pensant que cela l'aiderait à se détendre et à mieux dormir. Au début, elle se sentit juste un peu somnolente, comme si elle avait besoin de se reposer. Elle s'allongea confortablement, un sourire paisible sur les lèvres en pensant à Kwam qui lui manquait et à leur bébé qui grandissait dans son ventre. Elle caressa doucement son ventre en murmurant des mots d'amour à l'enfant qu'elle portait. Mais bientôt, une douleur étrange et inquiétante commença à se manifester dans son ventre. C'était comme une brûlure qui grandissait progressivement, qui lui coupait le souffle et lui donnait des sueurs froides. Elle posa ses mains sur son ventre, paniquée, sentant que quelque chose n'allait vraiment pas. La douleur devint de plus en plus intense, des crampes terribles qui lui arrachaient des cris étouffés. Elle sentait que son corps se rebellait, que quelque chose d'anormal se passait. Une peur terrible l'envahit quand elle réalisa que son bébé était en danger. « Nana Akoto » cria-t-elle d'une voix tremblante de douleur et de peur. « Aidez-moi, s'il vous plaît, je ne me sens pas bien. Quelque chose ne va pas avec le bébé. » Elle croyait sincèrement que sa belle-mère allait accourir, appeler les guérisseuses du village, faire tout ce qui était possible pour la sauver et sauver son enfant. Mais Nana Akoto entra dans la chambre très lentement, sans un mot d'inquiétude ou de compassion. Elle s'assit tranquillement près de la natte où Akosua se tordait de douleur, et elle la regarda souffrir avec des yeux vides, froids, sans la moindre trace de pitié ou d'émotion humaine. Elle ne bougeait pas, ne disait rien, ne faisait aucun geste pour aider. Elle attendait simplement, comme si elle voulait être sûre que le poison accomplisse son travail mortel. Akosua, entre deux cris déchirants de douleur,
comprit soudain l'horrible vérité. Elle vit l'expression impassible de sa belle-mère, son silence glacial, son refus total de l'aider. Dans un moment de lucidité tragique, elle réalisa que cette femme l'avait empoisonnée. « Pourquoi ?» murmura-t-elle dans un souffle, les larmes coulant sur ses joues. « Pourquoi me faites-vous cela? Qu'est-ce que je vous ai fait ?» Mais Nana Akoto ne répondit pas. Elle resta là, immobile comme une statue de pierre, regardant froidement Akosua se débattre entre la vie et la mort. Elle ne manifestait aucun remords, aucune émotion, aucune humanité. La douleur devenait insupportable. Akosua sentait ses forces l'abandonner, sa vue se brouiller, son corps s'affaiblir de minute en minute. Elle pensait désespérément à son bébé, à l'enfant innocent qu'elle ne verrait jamais grandir, qu'elle ne pourrait jamais bercer dans ses bras. Des larmes de désespoir et d'amour brisé coulaient sur ses joues. Elle voulait se lever, courir chercher de l'aide, crier pour alerter les voisins, mais ses jambes ne la portaient plus. Elle était prisonnière de son propre corps qui l'abandonnait. Dans un dernier effort désespéré, elle tendit la main vers Nana Akoto, implorant silencieusement un peu de pitié, un geste d'aide, une parcelle d'humanité. Mais la vieille femme ne bougea pas, ne manifesta aucune émotion. Dans un dernier souffle, Akosua appela le nom de Kwam, espérant que son amour pourrait traverser la distance et lui donner la force de survivre. Mais son mari était trop loin, à des centaines. Ce soir-là, alors qu'Akosua rendait son dernier souffle, un vent étrange souffla sur le village. Il ne venait ni du nord, ni du sud. Il portait une odeur d'encens ancien, de feuilles de cola brûlées, et de paroles oubliées. Dans sa chambre, Nana Akoto sentit un frisson glacial courir le long de son dos. Soudain, les tambours du temple des ancêtres se mirent à résonner, seuls. Personne ne les frappait. Les villageois sortirent, inquiets, observant le ciel qui virait à une teinte rouge sang. Une lumière dorée apparut dans la pièce où gisait Akosua. Et de cette lumière surgit Kwamanoki, l'esprit d'un ancien sage griot du village, celui que l'on appelait la voix du baobab. Il flottait, vêtu de blanc, tenant dans sa main un bâton d'ébène incrusté de perles dorées. « Nana Akoto, dit-il d'une voix profonde, tu as rompu le cercle. Tu as versé le sang d'une innocente, une mère, une épouse, une enfant de ce village que nous avons choisi pour porter la sagesse ancienne. » Nana Akoto recula, terrorisée, mais l'esprit poursuivit. « Tu as tenté d'effacer ce que les ancêtres avaient béni, mais l'esprit de Kwam veille, et l'âme d'Akosua ne disparaîtra pas. » Puis, d'un souffle, il s'approcha du corps d'Akosua et posa sa main spectrale sur son cœur. Un battement retentit. Et un autre. Le ventre d'Akosua émit une lumière chaude. Le bébé vivait encore. Lorsque les villageois pénétrèrent dans la case après avoir entendu des chants célestes, ils découvrirent une scène miraculeuse. Le corps d'Akosua était toujours sans vie, mais le bébé, un petit garçon, pleurait doucement, enveloppé dans un halo de lumière dorée. Il respirait. Un griot dit alors, « Les ancêtres ont parlé. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. » Le bébé fut confié au vieux sage du village qui l'éleva comme un enfant sacré. On le nomma Kwabenaniam, le don de Dieu né un mardi, et on dit qu'il possédait les dons de guérison, et que partout où il posait ses pieds, les cœurs meurtris retrouvaient l'espoir. Quant à Nana Akoto, elle fut convoquée devant le conseil des anciens. Là, sous le grand fromager, elle confessa ses crimes. Mais au lieu d'être tuée, les anciens décidèrent d'un châtiment plus juste, l'exil silencieux. Elle fut bannie du village, condamnée à errer seule dans la forêt, où les esprits la visiteraient chaque nuit pour lui rappeler sa trahison. Des années plus tard, on entendait encore parfois, au crépuscule, la voix douce d'Akosua flotter entre les baobabs, racontant aux enfants l'histoire de Azantoi. Le tambourin qui l'accompagnait battait seul, comme pour dire que les âmes pures ne meurent jamais vraiment. Le cœur pur survit à la haine. Même dans la mort, la vérité triomphe. Et celui qui cherche à éteindre une lumière envoyée par les ancêtres verra sa propre vie sombrer dans l'ombre.